Bonjour, alors dans cette présentation, je vous présente un exercice Python sur la primalité. Donc la primalité, vous allez voir un peu c'est quoi. Donc c'est pas la primalité dans le sens le- les êtres primitifs des temps anciens, mais bon, c'est un exercice qui se fait en multiprocessus et qui concerne les nombres premiers. Donc, j'estime la durée environ 5 heures, mais c'est sûr que si vous faites preuve d'acharnement, il y a le petit plus qui peut s'appliquer. Et aussi, tout ça en tenant compte qu'il y a une très grande variabilité, donc peut-être que les plus d'entre vous pourraient le faire en 3 heures, alors que beaucoup d'autres personnes vont s'en tirer peut-être à 7 heures. Donc, parce que évidemment, c'est variable, tout ça. Donc, rappel, en ce qui concerne les nombres premiers, donc un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et lui-même. Évidemment, lui-même doit être différent de 1. Donc, ça prend deux diviseurs et seulement deux diviseurs si on considère que 1 est un diviseur et le nombre lui-même en est un aussi. Donc, les nombres premiers, si vous voulez, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Donc, il y a une infinité de nombres premiers. On peut même le démontrer. C'est une preuve d'ailleurs qui avait été faite, en tout cas c'est les Grecs qui avaient fait, je pense, cette preuve-là. Mais c'est une célèbre preuve extrêmement intéressante. Moi, la première fois que j'ai vu cette preuve-là, j'étais fasciné. Mais bon, je veux dire, on n'est pas dans un cours de mathématiques. Mais bon, moi c'est ça, j'avais appris ça dans un cours de mathématiques. On m'avait prouvé qu'il y avait une infinité de nombres premiers, puis j'avais regardé. La preuve n'est pas très longue, hein, c'est peut-être quelques lignes, puis on regarde ça et on dit waouh, la personne qui a pensé à ça, waouh. OK? Fait que c'est ça c'est la beauté des fois des mathématiques. Donc, je m'excuse de trouver les mathématiques beaux et de vous faire souffrir avec mes problèmes mathématiques. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une partie de ma vie, l'informatique, les mathématiques. C'est deux parties importantes de ma vie. D'ailleurs, j'ai deux diplômes de maîtrise, un en informatique et un en mathématiques. Donc, il n'existe aucune formule pour générer les nombres premiers. Donc, vous ne pouvez pas dire je vais trouver une formule qui va générer les nombres premiers. Donc, ça se peut pas. Il n'y a même pas une formule qui permet de générer une partie des nombres premiers. Okay, donc, en disant une partie, ça veut dire une infinité, mais une infinité qui serait une partie de l'ensemble des nombres premiers. Donc, on ne peut pas trouver ce genre de formule-là. Si on pouvait, ça serait fantastique, mais évidemment, on ne peut pas. Donc, la seule manière de déterminer si un nombre est premier ou non, c'est de tester ce qu'on appelle sa primalité, donc de tester, voir si ce nombre-là est premier ou pas. Il y a certains types de nombres premiers qui peuvent être testés très rapidement, mais de manière générale, on est obligé d'utiliser un peu ce qu'on appelle la force brute pour détecter si un nombre est premier ou pas. Donc, autrement dit, on va essayer tous les diviseurs possibles pour voir s'il est premier ou pas. Donc, de manière générale, on dénote qu'un nombre n est premier s'il ne possède aucun diviseur dans la plage de 2 jusqu'à n-1. Autrement dit, si vous voulez prouver par exemple que 7 est premier, mais 7 va être premier si 7 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, ni par 6. Okay? Donc, il faut montrer que tous les nombres, il n'y a aucun des nombres qui est inférieur à 7 qui va diviser 7, et qui est différent de 1, bien entendu. Donc, si vous prenez un nombre comme 1261, ben, il va falloir que vous preniez tous les nombres jusqu'à 1260, de 2 jusqu'à 1260, pour prouver que 1261 est premier. Évidemment, dès que vous trouvez un diviseur là-dedans, mettons, vous trouvez que 7 est un diviseur de 1261, j'en sais absolument rien, je dis n'importe quoi. Mais mettons que vous trouvez ça, tout de suite, vous pouvez dire, ah, ton nombre n'est pas premier. Okay? Donc, ça prend toujours plus de temps de prouver qu'un nombre est premier que prouver qu'il ne l'est pas. Parce que pour prouver qu'il ne l'est pas, aussitôt que vous trouvez un diviseur, vous pouvez dire, ah, c'est pas premier. Tandis que pour prouver qu'il est premier, il faut essayer tous les nombres. Okay? Mais on va voir, à la prochaine diapo, qu'on peut quand même raccourcir un peu le processus. Donc, on peut raccourcir le processus en allant non pas jusqu'à n-1, mais en allant jusqu'à racine de n. Okay? Donc, en pratique, pour tester la primalité d'un nombre, il suffit de tester les nombres dans la plage de 2 jusqu'à racine de n inclus. Pourquoi? Parce que supposons que vous trouvez un diviseur d qui est plus grand que la racine de n. Quand vous allez prendre votre nombre, vous allez le diviser par ce diviseur-là. Mettons, vous prenez 33.
Bon, ouais, c'est ça, 33. Bon, on pourrait prendre d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bon, on peut prendre 33. Donc, la racine de n de 33, c'est à peu près 5 points quelque chose. OK? Parce que 25, c'est 5, puis 36, c'est 6. Donc, c'est 5 points quelque chose. Donc, vous dites, ben là, il faut tester les nombres. 33, faut prendre les nombres c'est-à-dire, faudrait tester de 2 jusqu'à 5. OK? Racine de n de 33. Racine entière, plus basse, ça serait 5. Okay? Mettons qu'on trouve un diviseur qui est plus grand que 5. Par exemple, 11. Donc, 11, c'est un diviseur de 33. Ça vous fait 33 divisé par 11. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir 3. Puis 3, il est plus petit que racine de n. Ça veut dire que quand vous avez un couple de nombres qui se multiplient ensemble puis qui donnent un nombre composé, comme par exemple 33, il y en a tout le temps un des deux d'ampère qui est en bas de la racine du nombre en question. En bas, plus petit ou égal à la racine du nombre en question. Donc, dans n'importe quelle paire de nombres qui divise un nombre composé, vous avez tout le temps un de ces deux nombres-là qui est plus petit que la racine du nombre en question. Donc, comme il y en a un des deux qui est plus petit, pour démontrer qu'un nombre est premier, il suffit de tester de 2 jusqu'à racine de n. On n'a pas besoin de tester jusqu'à n, on arrête à racine de n. Ça paraît pas, mais ça réduit quand même sensiblement le temps pour découvrir si un nombre est premier ou pas. Okay? Donc, en passant, un test de primalité, c'est un grand classique dans les devoirs qui sont donnés aux étudiants qui apprennent à coder des algorithmes parallèles, y compris en Python. Donc, néanmoins, je me permets, je ne l'ai pas encore cherché, peut-être tantôt je vais le chercher, puis je vais découvrir que mon exercice est totalement futile parce que vous allez trouver la solution directement sur Internet. Vous allez chercher sur Internet, vous allez dire, ah, tiens, c'est la solution. Mon prof me demandait ça, et voici la solution, j'ai plus rien à faire. C'est fini. Donc, peut-être vous allez trouver ça, puis je vous encourage à le chercher, puis à me dire si vous l'avez trouvé. Si vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je ne changerai pas l'exercice comme ça à la dernière minute, donc vous allez pouvoir me dire que mon exercice est totalement futile. Mais, il se pourrait qu'il ne soit pas entièrement disponible, mais juste en partie disponible. Donc, en fait, je pense que la formulation exacte telle que je vais la présenter dans les prochaines diapos sera probablement pas disponible sur Internet, du moins c'est mon espoir. Donc, c'est ça, vous allez voir. Donc, vous me direz, en fait. Mais je pourrais peut-être chercher moi-même, mais bon. J'avoue que j'ai fait une petite recherche rapide. Puis j'ai pas trouvé. Mais en cherchant plus fort, des fois, on trouve. Donc, dans ce document-là, on va coder deux versions de l'algorithme. Une première version qui est séquentielle et une autre version qui est parallèle. Donc, la version séquentielle, c'est un seul processus avec un seul thread. Et la version parallèle, dans le cas du Python, c'est plusieurs processus qui roulent en même temps. Donc, pour ce qui est de la version parallélisée, en fait, on va commencer par coder la version séquentielle pour comprendre comment ça marche, la patente. Puis après ça, on va coder la version parallèle en s'inspirant de la version séquentielle. Je vais fournir quand même pas mal d'indices pour vous guider, mais c'est sûr que même avec les indices, je veux dire, il faut savoir, il faut comprendre comment ça marche, la poutine là, du multiprocessing, puis toutes ces affaires-là. Puis ça, ben, je l'ai dit dans des documents précédents. Je ne le dis pas ici. OK? Donc, il va y avoir quand même certains gains à faire en parallélisant, mais ça ne sera peut-être pas les gains aussi dramatiques que ceux qu'on pourrait s'attendre des fois. Donc, la parallélisation, c'est pas tout le temps... disons que ça offre des gains, mais souvent, les gains ne sont pas aussi fantasmagoriques qu'on pourrait s'y attendre. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, en fait, il y a deux problèmes qui peuvent, disons, rentrer en conflit avec tout ça. Donc, comme on dit ici, donc il y a certains goulots d'étranglement, parce que quand vous avez plusieurs processus qui roulent en même temps pour trouver quelque chose, le problème va survenir si ces processus-là rentrent en compétition pour certaines ressources. Alors, il y a deux ressources, en fait, une ressource, dans quelque sorte, qui est très importante,
pour lesquels les processus peuvent rentrer en compétition, c'est la mémoire. Donc, dans notre cas, la mémoire joue quand même un grand rôle. Et au niveau des architectures, vous avez deux sortes de mémoire, pour ainsi dire. Vous avez votre mémoire RAM centrale, le system memory que vous avez ici, et vous avez aussi la mémoire cache. Donc, il y a une compétition qui peut se passer en mémoire cache. Donc, si vous avez un processus qui s'en va sur un CPU, puis qui remplace un autre processus, puis que les deux, disons, se remplacent mutuellement, puis la mémoire doit être renouvelée entre chacun des deux processus, la mémoire cache, là, vous allez avoir un certain goulot d'étranglement qui va se passer. Il va y avoir une compétition pour une ressource commune, puis encore plus vrai pour la mémoire centrale. Il faut savoir que la mémoire centrale, de nos jours, dans les ordinateurs, est plusieurs centaines de fois plus lente que les registres qu'il y a dans la mémoire, dans le CPU lui-même. Donc, et plusieurs dizaines de fois plus lente que la mémoire cache. Donc, c'est très coûteux de faire des accès à la mémoire centrale. Mais bien entendu, on ne peut pas s'empêcher d'en faire. On a tout le temps besoin de la mémoire centrale. Mais c'est juste pour dire que ça rentre en ligne de compte quand on fait quelque chose comme trouver si un nombre est premier ou pas, puis qu'on doit faire ce qu'on appelle dans le jargon du number crunching. Donc, du cassage de nombres, c'est-à-dire qu'il faut que ça roule vite. Là. On fait des maths avec plein de nombres, puis des calculs, puis il faut que ça marche vite. Donc, le fameux number crunching. Donc, ça, c'est là que ça rentre en ligne de compte, ce genre de choses-là. Donc, en passant, le schéma ici n'est pas tout à fait représentatif de ce que vous avez sur votre ordinateur présentement, parce que ici, on voit qu'il y a deux processeurs, processeur 0, processeur 1, puis dans les processeurs, il y a des Core 1, Core 2, Core 1, 0, 1, 2, 3. Donc, vous, sur votre machine, probablement, vous avez juste un seul processeur, puis dans le processeur, vous avez plusieurs cores, donc probablement pas juste deux, vous en avez probablement 4 ou plus. Je sais que certains d'entre vous en ont 16, parce que les nouveaux processeurs d'AMD, ils ont 16 cœurs. Il y en a peut-être qui en ont plus que ça. Donc, aussi la mémoire cache, normalement, aujourd'hui, il y a 3 niveaux, L1, L2, L3. Donc, on n'a pas parlé dans le cours de la mémoire, tous ces niveaux de mémoire-là. Donc, je l'avais fait l'année passée, puis là, ben, cette année, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps, mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez, on peut pas... le temps toujours est un facteur qui manque. Donc, avant de faire le présent exercice, il faut absolument que vous ayez fait les modules 11X et 12X sur la communication. En fait, 11X sur le contrôle des processus et 12X sur la communication interprocessus. Aussi, il y a certaines contraintes qui vous sont données pour la réalisation d'exercices. Donc, vous ne devez pas utiliser ce qu'on appelle des pools de processus. Donc, on n'a pas vu ça. Mais si jamais on avait le temps de voir ça, ça serait la chose qu'on verrait juste après avoir vu la communication interprocessus. On aurait vu, en fait, peut-être qu'on aurait vu la synchronisation des processus, puis après ça, on aurait vu les pôles de processus, ou on aurait vu les pôles avant d'avoir la synchronisation, ou en tout cas, peu importe. On aurait vu ça, idéalement, mais c'est ça. Donc là, on ne l'a pas encore vu. Puis ça pourrait probablement simplifier une partie de la solution, une partie des choses que je vous demande de faire ici. Donc, et sûrement que si vous cherchez sur Internet, vous allez voir que les solutions qui vous sont offertes pour calculer la pluralité ou des choses comme ça, probablement vont se faire à partir de pôles de processus. Pourquoi? Parce que ça se fait beaucoup plus facilement comme ça. Donc, mais nous, notre objectif dans le présent exercice, c'est d'apprendre à contrôler les processus et à gérer la communication entre eux par nous-mêmes. Donc, un pôle de processus va gérer ces choses-là automatiquement pour vous. Donc, c'est trop facile. Okay. Donc, c'est sûr, si on voyait les pools de processus, après ça, on pourrait refaire une partie de l'exercice ici de façon beaucoup plus simple, puis on verrait justement pourquoi ça simplifie les choses, d'utiliser ce genre de choses-là, ce genre de trucs-là comme des pools de processus. Mais, là, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Okay? Aussi, l'exercice, je crois que l'exercice est de difficulté croissante au fur et à mesure que vous allez avancer. Pourquoi? Parce que la combinaison de toutes les fonctionnalités ensemble, ça pose un défi grandissant. Donc, vous allez faire la partie 1, c'est facile, c'est juste un script qui est séparé, puis je vous donne quasiment tout le code. La partie 2, là, vous devez coder votre propre solution. Mais c'est une solution de base.
Mais au fur et à mesure, la partie 2, puis 3, puis 4, puis 5, ça rajoute des choses. Ça fait en sorte que ça devient de plus en plus complexe. Donc, j'estime que ça se peut que vous rencontriez certains problèmes au fur et à mesure que les choses se rajoutent les unes à la suite des autres. Donc, c'est pour ça que je vous demande de pas nécessairement vous acharner si vous arrivez dans les dernières parties, puis là, vous dites, là, il n'y a plus rien qui marche dans mon code, ben, parce que là, à un moment donné, ça peut devenir exponentiel, là, je veux dire, vous allez vouloir ajouter une section, puis ça se peut que ça vous prenne 10 heures, donc, c'est pas de faire ça, là. Donc, je suis conscient de ça, je dis pas que j'ai fait par exprès pour que ça devienne plus difficile à la fin, mais je veux juste vous montrer comment que ça peut devenir, mais pas comment, mais c'est compliqué, le multiprocessing, ok? C'est pas quelque chose de facile. Je veux dire, c'est pour ça justement qu'il existe des pools de processus, des choses comme ça, pour simplifier la logique qu'il y a derrière tout ça. Mais si on veut nous-mêmes gérer la multiprocessing, c'est des choses qui sont assez compliquées. Donc, ça veut pas dire que c'est hors d'atteinte, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, ça se peut que ça soit super facile, tout ce que je donne là, ben tant mieux. Si vous faites tout ça, puis tout le monde avec les doigts dans le nez, ben mon Dieu, je suis content de ça. Ça veut dire que j'ai réussi à bien passer mon matériel. Mais je suis quand même un petit peu, c'est ça, par expérience, je me dis que ça sera peut-être pas le cas. Donc, comme d'habitude, comme dans les exercices précédents, je vais vous demander de faire des saisies d'écran, et pour faire ces saisies-là, je vais vous demander de raccourcir vos prompts ou vos invites de commande. Donc ici, vous avez comment le faire dans Bash, c'est comme d'habitude, et comment le faire dans PowerShell. Alors, le plan de la présentation, on va commencer par coder un algorithme séquentiel. Après ça, on va intégrer des tests là-dedans. Je n'ai pas intégré de tests avant, donc je dois ici vous parler un peu de comment ça fonctionne les tests. Donc, c'est pour ça qu'on prend toute une section pour ça. Après ça, je vais vous demander de coder un algorithme ici qui est... On va paralléliser, en fait, ici, l'algorithme ici qui était séquentiel, on va le paralléliser ici. Ensuite de ça, on va introduire certaines options avec argparse, donc notre bon ami argparse qui revient ici, nous hanter ou nous faire plaisir selon vos préférences. Après ça, on va ici pouvoir moduler le nombre de processus qu'on veut utiliser. Parce qu'ici, on le fixe dans le ciment, on dit que c'est 4 processus. Tandis que ici, le nombre de processus devient variable avec une option. Ensuite ça, 5, on rajoute l'option de pouvoir expliquer pourquoi notre nombre est divisible. Donc, s'il est divisible, on trouve des facteurs puis on les affiche. Après ça, ici, on va imposer un délai d'exécution maximum à notre script. Et finalement, en 7e, on va aussi permettre l'affichage d'une trace d'exécution en termes de points qui s'affiche comme on a déjà fait précédemment. Mais là, il va y avoir un petit défi supplémentaire, comme vous allez vous en rendre compte lorsque vous allez arriver ici. Finalement, ici, il y a un bonus essentiellement. Pour une question de trouvaille rapide, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est un truc un petit peu technique. Puis, ceux qui voient et qui veulent résoudre ce problème-là, ben, vous pourrez le résoudre à la partie 8. Donc voilà. En passant, la partie 9, c'est ici, c'est la conclusion et remise que j'ai mis ici sur le côté parce que j'avais pas assez de place ici. Ce qui va donner un effet spécial, comme on va pouvoir s'en rendre compte tantôt. Donc dans cette partie-là, on va vérifier séquentiellement la primalité d'un nombre. Donc, vous allez d'abord vous définir un nouveau script qui s'appelle est-premier séquentiel. Donc, vous pouvez le définir dans un nouveau projet. Là, on ne fait pas appel à des choses qui ont été vues précédemment. En fait, du code précédent. Donc, ça peut être du code qui part de zéro. Donc, voici... bon, ça, c'est vous faites comme vous voulez pour le début. Donc, dans ce script-là, pardon, vous allez ajouter la fonction suivante. Donc, la fonction commence ici, puis continue à la diapo suivante. Donc, ici, faites-vous pas trop de mauvais sang. Donc, si vous voyez les chiffres ici, là, qui vont jusqu'à 233, 34, etc.,
Non, le script ne nécessite pas 250 lignes de code, c'est juste que moi j'ai mis d'autres affaires là-dedans, mais vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Donc ici, on voit qu'on se définit une fonction qui s'appelle est-premier séquentiel, qui reçoit un nombre, et qui doit déterminer si ce nombre-là est, oui ou non, premier, booléen. Évidemment, si ça retourne true, ça veut dire que c'est premier. Si ça retourne false, ça veut dire que c'est pas premier, donc c'est composé. On commence par vérifier si notre nombre est, parce que notre nombre ne peut pas être plus petit que 1. Donc, s'il est plus petit que 1, on considère que c'est une erreur. On ne doit pas recevoir ce genre de nombre-là. Donc, on va lever une exception de type value error. Donc, le nombre doit être positif. Après ça, on considère que 1 n'est pas premier. Donc, si le nombre est 1, on retourne false. 2 et 3 sont premiers. Donc, si le nombre est petit ou égal à 3, on retourne true. Et finalement, tous les nombres pairs ne sont pas premiers. Donc, si nombre modulo 2 égale 0, on retourne false. Ensuite de ça, la suite de fonctions se présente comme ceci. Okay? Donc, on commence par aller chercher la racine carrée de notre nombre. Il s'agit de la racine carrée entière. Okay? ISQRT, integer square root. Donc, la racine carrée entière du nombre. Par exemple, la racine carrée entière de 33, c'est 5. Okay? Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a trouvé notre racine carrée, qu'est-ce qu'on fait? On veut trouver un diviseur de notre nombre qui est plus petit ou égal à la racine carrée en question. Donc, on va chercher un diviseur parmi 3, 5, 7. On n'a pas besoin de chercher le nombre pair. Parce que les nombres pairs, je veux dire, c'est pas des nombres premiers, de toute façon, c'est sûr. Donc, on se concentre uniquement sur les nombres impairs. Donc, on cherche les diviseurs impairs. Donc, 3, 5, 7 jusqu'à la racine. Donc, si on trouve un diviseur parmi ça, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Donc, pour n dans le range de 3 jusqu'à la racine plus 1, parce qu'en Python, il faut toujours donner, les intervalles sont toujours inclusifs, exclusifs. Donc, il faut rajouter 1 à notre racine. Donc, pour n dans le range de 3 à la racine plus 1 par pas de 2, qu'est-ce qu'on fait? Si le nombre est divisible par n, donc si nombre modulo n égale 0, si le nombre est divisible par n, on retourne false. Ça veut dire qu'on n'a pas un nombre premier. Puis une fois qu'on a passé à travers tous ces diviseurs possibles-là, jusqu'à la racine, ben, si on n'a rien trouvé, ça veut dire que notre nombre est premier, donc on fait return true. Donc ici, vous avez un exemple, donc mat integer square root de 15, c'est 3. Puis integer square root de 16, c'est 4. Parce que la racine carrée de 16, c'est 4. Mais la racine carrée de 9, c'est 3. Mais la racine carrée de 15, c'est 3.8 ou je sais pas quoi. Donc, la partie entière de ça, ça va être 3. Donc, le fonctionnement attendu du programme, vous le voyez ici. Donc, ici, il y a une certaine gestion d'erreurs. Okay, donc, ici, est premier, séquentiel.python. Si vous passez aucun argument, on s'attend à avoir un index error. Donc, est-ce que c'est le programme qui gère ça ou c'est vous qui allez lever vous-même cette exception-là? Ça se peut que ce soit vous qui allez lever cette exception-là. Donc, moi, c'est ce que le programme doit fournir comme sortie quand on fournit aucun argument. OK, donc la commande doit avoir au moins un argument. Après ça, si on fournit 0, on obtient le nombre doit être positif en tant que value error. Ça, c'est une chose qu'on avait détectée tantôt dans notre méthode. Finalement, si on fournit un nombre qui n'est pas un entier, donc value error, dans ce cas-là, invalid iterable for int with base 10, 44x. On a aussi une erreur. Sinon, ici, on a un exemple de nombre composé. Donc, est-ce que 39 est premier selon Fred Guérin? Non. Donc, vous allez mettre selon votre nom. Puis, vous allez mettre la réponse. Évidemment, non, dans ce cas-là, de 39. Et si c'est de 41, dans ce cas-là, oui, c'est un nombre premier. Et vous allez mettre la durée de calcul en dessous. Donc, vous allez faire apparaître la durée de calcul en dessous. Donc, on s'attend à ce que la sortie ressemble à ça, en utilisant la fonction telle que définie précédemment et en codant un main. Donc, est-ce que je vous dis comment coder le main? Non, vous le codez. C'est tout. Pour que ça fasse ça. Vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente.
Ensuite de ça, on va continuer à montrer comment ça fonctionne, mais en utilisant des nombres un peu plus gros. Donc, en général, ça prend un peu plus de temps pour démontrer qu'un nombre est premier que pour démontrer qu'un nombre ne l'est pas. Pourquoi? En fait, j'en avais déjà parlé précédemment. C'est parce que pour trouver qu'un nombre n'est pas premier, il vous suffit de trouver un diviseur, puis dès que vous avez un diviseur, vous terminez. Donc, par exemple, si on va ici à notre algorithme, on voit que pour n in range, blablabla, si le nombre n est un diviseur de nombre, on retourne false. Donc, supposons qu'on fait range 3, 5, 7, 9, 11. Pouf, on découvre que 11 est un diviseur. Tout de suite, on fait return false. Fait qu'on se rendra pas jusqu'à 300 millions. On va arrêter tout de suite à 11. Tandis que s'il faut se rendre jusqu'à 300 millions, ben là, il va falloir toutes les passer jusqu'à 300 millions. Puis après ça, on va faire un return true. Donc, c'est coûteux de trouver qu'un nombre est premier, mais c'est facile des fois de trouver qu'un nombre ne l'est pas. Mais pas toujours. Donc ici, par exemple, si on détermine si ce nombre-là ici est premier, ben, la réponse c'est oui. Puis moi, sur ma machine, ça a pris 2,5 secondes pour trouver ça. Vous, votre machine va probablement être plus rapide. Peut-être ça va être 1 seconde ou 0,5 secondes, je sais pas. Donc, vous, en fait, je vais savoir quand je vais voir vos saisies. Maintenant, si vous essayez de tester au lieu de 37, vous mettez 31, mais ça donne que 31, c'est un nombre composé. Donc, mon programme tout de suite va dire non. Puis il fournit la réponse que vous voyez ici quasiment instantanément. Il dit non. C'est quasiment instantané. Pourquoi? Ben, j'ai trouvé un diviseur rapidement. Peut-être que le diviseur c'était 7, peut-être que c'était 11. On ne le sait pas. Après ça, ici, est-ce que, bon, ici, vous avez ce grand nombre-là, est-ce qu'il faut nommer ce nombre-là? Donc, ici, on a des milliers, c'est-à-dire des milliers, des millions, des milliards ou des billions, si vous voulez, des trillions, donc des quadrillions. Donc, 10 quadrillions, 61. Donc, la réponse, c'est oui, puis sur mon ordi, comme vous voyez, ça prend presque 8 secondes pour le trouver. Par contre, si on essaye avec 57, encore une fois, la réponse est excessivement rapide, puis ça me dit non. Donc, pour tester ces nombres-là, vous avez juste à faire un petit copier-coller ici de ce nombre-là, puis celui-là, j'avoue que je ne l'ai pas mis ici, mais je pense qu'il devrait être assez facile à composer avec l'autre. Vous allez faire une saisie de bon fonctionnement. Après ça, la fameuse interruption clavier. Donc, si vous êtes en train de calculer et que vous faites une interruption clavier, vous affichez la durée, donc la durée pendant laquelle vous avez fait rouler votre programme, et vous affichez que vous avez une interruption clavier, tout simplement. Donc, vous faites une saisie pour démontrer le bon fonctionnement de tout ça. Encore une fois, ici, il faut faire une saisie copier-coller pour aller mettre le nombre ici. Donc ça, c'est un nombre qui prend énormément de temps. C'est pour ça que énormément de temps, ça ne veut pas dire que c'est infini, mais je veux dire, ça prend beaucoup de temps, donc vous allez avoir en masse le temps de faire une interruption clavier, comme vous voyez ici. Moi, je l'ai fait après 43 secondes. Donc, je vous demande d'attendre au moins 10 secondes avant de faire votre interruption. Donc, il faut que la durée soit plus de 10 secondes. Finalement, il est possible que pour un nombre composé, ça prenne aussi du temps. Donc, même si un nombre n'est pas premier, ça se peut que ça prenne du temps à découvrir que c'est un nombre composé. Donc, moi, je vous demande de trouver un exemple de nombre qui prend plus qu'une seconde à découvrir que c'est un nombre qui est composé. Donc ici, vous mettez un nombre, de telle sorte que la réponse est non, pour dire que c'est un nombre composé, et que la durée, ici, c'est plus qu'une seconde. Donc moi, j'ai un nombre ici que ça prend 8 secondes. Donc vous allez faire une saisie, comme vous avez ici, mais évidemment avec votre nombre qui va apparaître. Une fois que vous avez terminé, vous versionnez. Alors, dans cette section-là, on va voir comment on peut utiliser des tests unitaires pour valider un peu le fonctionnement de nos scripts. Donc, c'est ça, normalement, je fais tout le temps presque des tests dans les cours, puis là, j'avais décidé de ne pas trop en faire cette session-ci. Un peu parce que des fois, les étudiants s'en remettent trop aux tests, puis ça m'énerve un peu.
mais en même temps, les tests aussi, des fois, ça aide parce que, bon, c'est ça. Donc, c'est une arme à double tranchant, disons. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous les intégrer, d'autant plus que les tests, bon, on trouve ça maintenant partout. Donc, on va voir comment intégrer les tests ici dans notre petit travail. Bon, petit, en guillemets. Donc, on va utiliser un framework qui s'appelle PyTest pour automatiser les tests. Donc, il n'y a pas juste celui-là qui existe, mais c'est ça. Donc, vous allez installer d'abord PyTest avec pip dans Windows et dans WSL. Donc, c'est important de l'installer dans les deux. Je ne sais pas si j'avais bien expliqué ce concept-là précédemment dans le cours, mais quand vous installez le Windows et le WSL, c'est deux choses complètement distinctes. Okay? WSL, c'est une installation de Linux dans Windows, mais qui possède ses propres choses, son propre Python, ses propres tout est différent, donc il faut l'installer dans les deux. Okay? Donc, il faut donc installer le PyTest dans les deux pour que ça fonctionne à la fois dans WSL et dans Windows. Ensuite de ça, vous allez valider que la commande PyTest est disponible, donc est correctement installée. Donc vous voyez ici PyTest-V et on voit que mon PyTest fonctionne, donc en me donnant la version de PyTest 6.1.2. Donc je vous dirais, si jamais ça fonctionne, idéalement, il faudrait que ça fonctionne dans au moins un des deux, donc cette commande-là. Si ça fonctionne dans Bash, parfait. Vous pouvez faire, parce que je sais qu'il y en a des fois qui ont des problèmes avec les commandes qui ne fonctionnent pas. Bon, je sais pas si c'est parce que votre installation Python est localisée pour vous seulement ou je sais pas quoi, mais je sais que dans Windows, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec ça. Mais dans Bash, je crois que la plupart, ça fonctionne bien. Donc, vous devriez avoir accès à votre commande PyTest. Donc, si vous ne l'avez pas dans Windows, c'est pas très grave, je vous dirais. Donc, faites les saisies avec une ou avec l'autre. Donc, soit dans PowerShell, CMD ou alors dans Bash. Ça devrait marcher dans les deux. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut un peu modifier notre script pour pouvoir le tester. Okay? Donc, il faut absolument que votre script ait un main, comme vous voyez ici. Donc, qui va apprendre, le main doit prendre un seul et unique argument qui s'appelle argv, qui est une liste de strings. Ça, c'est les arguments qui sont reçus de la ligne de commande. Et comment on fait pour envoyer ces arguments-là dans notre main? On le fait ici à la ligne 74. Donc, au lieu d'appeler directement main, on appelle main, mais en lui passant 6.argv. Donc, c'est très important de faire cette chose-là. Puis, c'est très important aussi que 6.argv il est utilisé juste à une place dans votre programme. Là. Il ne faut pas qu'il soit utilisé nulle part ailleurs. Il faut qu'il soit utilisé uniquement là. Puis après ça, main reçoit l'arrivée, qui est passé par main ici. Votre fonction main ici reçoit l'arrivée. Et après ça, vous faites ce que vous voulez avec argv, comme vous faites d'habitude avec 6.argv. OK? Donc ça, c'est ce que vous devez faire comme modification dans votre programme. Vous devez avoir une fonction main qui doit prendre ces arguments-là. Ensuite de ça, une autre chose que vous pouvez faire qui peut être intéressante, c'est d'activer PyCharm au niveau de, PyTest au niveau de PyCharm. Il faut savoir que PyTest, c'est pas le framework par défaut qui est utilisé par PyCharm. Donc, comme vous voyez ici, il y en a plusieurs des frameworks. Il y a le Unit Test, PyTest, Nose Test, puis, bon, Twisted Trial. Mais vous en avez plusieurs, ok? Donc, fouillez-moi, je sais pas exactement lequel est le meilleur là-dedans. Comme en C# aussi, il y a plusieurs frameworks. Moi, perso, j'ai commencé à utiliser PyTest à un moment donné, puis j'ai toujours trouvé qu'il fonctionnait super bien. Puis je le trouve un peu plus simple que les autres, ça fait que j'aime bien sa simplicité déconcertante. Donc, pour faire la modification dans PyCharm, vous allez dans le menu faire Settings. Donc, vous allez avoir les settings qui vont apparaître. Après ça, vous sélectionnez Tools, vous sélectionnez Python Integrated Tools. Et dans ici, le testing, vous choisissez PyTest. Ensuite de ça, je vous ai fourni des fichiers de test. Donc, les fichiers de test s'appelle test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6, test 7, test 8. OK. Fait ici, il s'appelle test 8, 1 à 8, puis vous avez 8 sections
dans le PowerPoint, c'est pas tout à fait une coïncidence. OK? Ce qui est important de savoir, c'est que le test ne dit pas tout. C'est pas parce qu'un test passe que ça veut dire que votre programme fonctionne correctement. Il y a plein de choses que les tests ne valident pas dans ce que vous faites. Le test valide pas vos couleurs. Le test valide pas toutes sortes de présentations. Le test valide pas ce qui se passe quand vous faites CTRL-C, parce que un test peut pas simuler CTRL-C. Un test, ben, il pourrait, mais ça deviendrait hyper compliqué faire ça, donc on le fait pas. Un test valide pas le temps que ça prend à votre programme pour fonctionner. Il valide même pas si vous affichez le temps, puis la durée, puis ces choses-là. Donc, on pourrait, mais mon but du test, c'était plus de vérifier que votre programme, à la base, fonctionne bien. Mais en fait, c'est aussi parce que moi, j'ai pas besoin tant que ça de vérifier ça, mais vous, quand vous allez arriver, mettons, vous allez faire la partie 5. Vous allez dire, ah, j'ai fait la partie 5, ça marche. Ouais, mais la partie 2, puis 3, puis 4, elle marche-tu encore, elle? Fait que des fois, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait avant, il faut savoir que ça marche encore. Donc, pour le savoir, vous voulez le test. Puis le test, lui, vous dit tout de suite, OK, j'ai pas, c'est ça, on appelle ça, en fait, techniquement parlant, on appelle ça des tests de régression. Donc, on vérifie que, en ajoutant une fonctionnalité, on n'a pas fait une régression dans le fonctionnement de notre code. Donc, en rajoutant, par exemple, la fonctionnalité de la partie 5, on va être sûr que les parties 2, 3, 4 fonctionnent encore. Donc, c'est surtout ça l'objectif des tests ici. C'est ça qui est visé. Donc, je veux pas tout tester, je veux juste tester certaines petites choses avec ça, puis vous aider, en fait, à voir que quand vous rajoutez quelque chose, vous n'êtes pas en train de détruire quelque chose que vous avez fait avant. Parce que c'est quelque chose qui peut quand même survenir ici, là, au courant de cet exercice-là. Donc, il y a un autre fichier que vous allez utiliser qui s'appelle test utile, puis lui, il est utilisé en fait par tous les autres tests, donc il faut l'ajouter aussi dans votre projet. Donc, vous allez ajouter test 1, vous allez ajouter test utile, puis donc vous avez 9 fichiers qui vous sont fournis, test 1 à 8 plus test utile. Donc, les tests proprement dit, attendez un peu, je fais une pause en fait, excusez, je vais boire un peu parce que je vais manquer de salive. Donc, dans chaque fichier de test, vous allez avoir un certain nombre de tests, de fonctions de test. Donc ici, vous en avez un exemple, par exemple, vous avez, ça c'est le test 1, vous avez test candidat premier. Donc lui, ce test-là va vérifier que les candidats, donc les candidats, c'est des nombres qui sont testés. Donc il va vérifier que les candidats qui sont testés sont tous premiers. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il reçoit comme paramètre, ici, ça, on peut paramétrer des tests. Donc, il va vérifier que chacun des candidats qui fait partie de la liste des premiers, vous l'avez ici. Donc ça, c'est la liste des premiers que moi, j'ai décidé d'utiliser dans les tests, mais vous comprenez qu'il y en a une infinité de nombres premiers. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, vous dites, ben moi, dans ma fonction, ce que je vais faire, je vais prendre tous ces nombres-là, puis je vais dire, bon, si mon nombre fait partie de cette liste-là, il est premier, sinon, je m'en fous. Ben oui, vous allez réussir, mes tests vont tous passer parce que vous allez prendre exactement la liste qui est ici. Mais évidemment, c'est pas le but de l'exercice. Okay? Donc, si vous faites ça, je considère que vous essayez de bypasser les tests. Donc, c'est probablement une intention que je considère malicieuse. Évidemment, je vous dis pas que vous allez faire ça, mais je vais juste vous dire que si vous pensez de manière ingénue que c'est ce que faut que vous fassiez, ben vous vous leurrez. OK? Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment tester est-ce que notre programme est capable de détecter des nombres premiers. Puis là, au hasard, j'en ai choisi quelques-uns, comme vous les voyez ici. Ben, en fait, c'est pas aussi au hasard que ça, parce que j'ai choisi les premiers, plus quelques autres nombres qui commencent à être plus grands après ça. OK, pour faire des vérifications. Donc, ici, on teste d'abord que les candidats sont premiers. Après ça, on teste que des candidats sont composés, qui font partie d'une autre liste de nombres, la liste des nombres composés. Après ça, on teste qu'est-ce qui se passe si on fournit aucun argument à notre programme. Après ça, on teste ce qui se passe si on fournit un argument qui est 0 ou moins. Puis là, on va y passer 0, moins 1, puis moins 99. Et finalement, en dernier, on va tester qu'est-ce qui se passe quand le candidat n'est pas un entier. Donc, test candidat entier, j'aurais peut-être dû dire test candidat pas entier. Et on doit avoir, bien entendu, un message d'erreur dans ce cas-là qui est généré.
Donc, le test 1 contient 5 fonctions de test. Certes, la plupart de celles-là sont paramétrées, comme on voit ici. Donc, paramétrées, ça veut dire que la fonction va être exécutée plusieurs fois, mais avec des arguments différents. Donc, par exemple, ici, 0 ou moins, cette fonction-là va être exécutée avec 0, avec moins 1, puis avec moins 99. Il faut que ça fonctionne dans les trois cas. Celle-là ici, candidat premier, va être testée avec tous les nombres premiers qui font partie de la liste qui est ici. Donc, va être exécuté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Va être exécuté 12 fois. Maintenant, si on se plonge dans l'anatomie d'un test proprement dit, donc ici on a par exemple le test candidat premier, à quoi ça ressemble cette patente-là. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une capture ici. Donc on exécute le main de votre script. Donc capturer le main, on exécute le main de votre script. Le main il est passé ici. Cap6, ça c'est pas important, c'est pour faire la capture. Et str candidat, ça c'est important, ça c'est l'argument qui est passé à votre main. Donc votre argv que votre main reçoit, lui, il doit recevoir une liste d'arguments. Et là, dans ce cas-là, le seul et unique argument qui est passé, c'est le candidat en question, donc le nom premier. Okay. Alors, suite à l'exécution de cette fonction-là, on va récupérer out, qui est stdout, r, qui est stdr, et code, qui est l'exit code. Donc, on récupère stdout, stdr, l'exit code. Et après ça, on va effectuer certaines assertions pour valider que on obtient bien les sorties attendues. Dans le cas présent, on vérifie par exemple que, premier, il faut vérifier que votre algorithme, votre programme identifie correctement qu'il s'agit d'un nombre premier. La seule chose qu'on vérifie ici, c'est si vous affichez oui ou non. Si vous affichez oui, c'est correct. Donc, assert oui in out. Donc, oui doit faire partie de stdout. Et non ne doit pas faire partie de stdout. Donc, assert non, not in out. Non. Autrement dit, on vérifie ici que oui s'affiche, mais que non s'affiche pas. Et on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, R égale vide. Donc, c'est trois assertions qu'on fait, et on ne fait pas d'assertion pour l'exit code, donc on ne vérifie pas. Donc, on aurait pu vérifier ça, mais à un moment donné, je voulais pas aussi que ça devienne trop harassant pour vous. Donc, on laisse ça de côté. C'est pas le focus principal de l'exercice. Donc, par exemple, vous avez ici est premier Python 13. Votre programme va répondre oui. Et votre durée, bon, va s'afficher en dessous. Donc, lui, le test va tout simplement faire quoi? Il va passer comme argument 13 à votre main. Puis, il va vérifier que le stdout, qui est ça ici, il va vérifier que ça contient oui. Mais évidemment, le oui ici, il y a un O majuscule. Mais moi, mon programme, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout ce qui sort de votre stdout est tout mis en minuscule. Fait que majuscule, minuscule, pour pas qu'on se barde avec ça, tout est en minuscule, puis on vérifie comme ça. Maintenant, on va voir comment exécuter des tests. Donc, dans les prochaines diapos, on va voir plusieurs façons d'exécuter des tests. Donc, il y a moyen d'exécuter les tests dans PyCharm. En fait, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir apparaître un petit triangle vert, vous avez juste à cliquer dessus, puis ça exécute le test. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est que PyCharm, quand on fait des tests, là, parce que ça, c'est des tests qui sont quand même de niveau très haut, on dirait que PyCharm, il y a un petit peu de misère avec ça. Là. Donc, je vous encourage à, pas tous les tests qui vont fonctionner dans PyCharm, donc je vous encourage à les utiliser en mode ligne de commande, puis moi, personnellement, je préfère utiliser le mode ligne de commande pour PyTest, parce que la sortie est vraiment extraordinaire, donc ça fait tout ce qu'on veut. Donc, c'est sûr que des fois, c'est le fun aussi quand ça fonctionne avec un rapport de test, puis tout ça, comme on a dans Visual Studio, mais dans PyCharm, PyCharm avec PyTest, c'est peut-être pas tout à fait le fit parfait. Là. Ça fonctionne, mais pas dans tous les cas. En tout cas. Donc ici, vous voyez, on fait un PyTest, puis on nomme le nom du fichier. Donc le nom du fichier qui contient les tests. Et on exécute ça. Donc tout simplement, ça démarre. Là, lui, il va collecter des tests à passer. Donc dans ce cas-là, il y a 28 tests à exécuter. Donc il y a 5 fonctions. Mais en considérant les paramètres puis tout ça, ça va donner 28 tests à exécuter. Et là, il va lancer l'exécution, puis il va faire un point. Vous allez avoir les points apparaître un par un. Puis quand il va avoir fini, il va vous dire, bon, 100%.
Puis là, il va dire 28 tests sont passés en 0,26 secondes, un quart de seconde. Donc, dans votre cas, évidemment, ça se peut qu'il y ait des tests qui passent pas, puis ça se peut qu'ils passent tous. Donc, vous allez avoir à régler ça. Okay. Si vous voulez exécuter une fonction spécifique, il y a moyen de le faire. Donc, par exemple, mettons que vous dites, moi, la fonction qui marche pas, c'est les candidats premiers. Donc, vous faites PyTest, test1.python, 2 points, 2 points, et vous allez mettre le nom de votre fonction. À ce moment-là, vous allez juste exécuter les tests associés à cette fonction-là. Donc, vous voyez qu'il y a 12 items qui sont associés à cette fonction-là. C'est les 12 membres de la variable globale premier. Et on a ici les 12 points avec etc. Bon. Il y a aussi moyen d'exécuter par nom. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, par exemple, on peut dire PyTest, test1.python. Là, vous voulez exécuter tous les tests qui contiennent le mot premier. Ben, il n'y en a rien qu'un, un test qui contient le mot premier dans ce cas-là. Mais c'est intéressant de l'écrire comme ça. Donc, il faut mettre un tiret K. Donc, K, je ne sais pas pourquoi c'est K, mais je sais que man K, ça fait la même chose, ça fait une recherche. Donc, ça vient peut-être de là, le tiret K. Mais il n'y a pas de mnémonique associée à ça, le tiret K, je trouve ici. Là. Si quelqu'un envoie une, qui me dise. Donc, on cherche les tests qui ont le mot premier dedans. Et c'est ces tests-là qui vont être exécutés. Dans ce cas-là, ici, il n'y en a rien qu'un. Et on voit les 12 items, encore une fois, qui ont passé. Puis ici, c'est marqué 16 deselected. Ça veut dire que parmi les 28 tests de test 1.python, on a seulement pris ceux-là qui contenaient le mot premier dedans. On peut même aller plus loin que ça. On peut rajouter aussi même un paramètre. Donc, par exemple, ici, on fait une recherche. On prend parmi les tests de les fonctions et les tests qui font partie de test 1.python, on cherche ceux qui contiennent le mot premier et qui traitent le paramètre 13. Donc, premier N13, ça veut dire qui traite le paramètre, qui contiennent le mot premier et qui contiennent le mot 13 si vous voulez, mais dans ce cas-là, c'est le paramètre 13. En réalité, ici, on aurait pu mettre juste 13 puis ça aurait marché. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre plusieurs choses en même temps, comme premier N13, on aurait pu mettre premier OR 13. Donc, on peut mettre des conditions comme ça. Dans ce cas-là, on a collecté encore une fois 28 items, mais il y en a 27 qui ont été éliminés. Il y en a juste un qui correspond à la sélection, qui contient le mot, qui contient 13 dedans. C'est le test qui teste le paramètre 13, et on voit ici qu'il y a juste un point qui apparaît. Bon. Donc, ça permet de cibler un test spécifique. Si maintenant vous avez des échecs, ben les échecs vont se manifester sous la forme de lettre F pour fail. Et ça va être assez clair ici que moi, dans ce cas-là, j'ai 2 tests ici qui ont échoué. Mais des fois, ça se peut que vous n'ayez pas juste 2 F. Hein? Peut-être que vous en allez avoir 10 des F. Dans ce temps-là, ça crée un rapport qui est très, très, très long, puis ça vous dites, bon, par où je commence, qu'est-ce que je fais? Bon, en général, mes tests, là, sont pas mal dans l'ordre. Ça fait que vous êtes mieux de régler les problèmes qui arrivent en premier, puis les problèmes qui arrivent après, de les régler après. Okay? Donc, une façon de faire ça, c'est d'exécuter les tests, mais de stopper immédiatement dès qu'une erreur se produit. Donc, on peut utiliser à ce moment-là l'option X. Donc, dès que vous faites l'option X, quand vous exécutez, dès qu'il y a une erreur, le test s'arrête là. Et, évidemment, le message d'erreur va s'afficher. Donc là, ici, je montre ici seulement une partie de la sortie. Ensuite de ça, vous avez le rapport d'erreur qui va s'afficher ensuite, qui va vous indiquer c'est quoi potentiellement l'erreur. Donc, parlant de rapport d'erreur, c'est ici qu'on y arrive au rapport d'erreur. Donc, chaque erreur est rapportée. Donc, ici, on a un exemple de rapport d'erreur. Donc là, vous avez failures. Et pour chaque erreur que vous avez trouvée, chaque F qui apparaît dans votre sortie, vous allez avoir un rapport. Donc ici, on voit le nom du test, donc test candidat composé. Puis 4, c'est le paramètre. Donc, quand on teste le candidat composé 4, on a eu une erreur. Donc ici, on voit que le candidat, c'est 4. Donc les paramètres apparaissent ici. Après ça, là, on a le test, le code du test qui apparaît. Donc, test candidat composé, notre capturé main ici qui fournit out, error, puis code. Puis là, on a assert non in out. Mais ça, c'est ça qui a échoué. Parce que ici, c'est marqué tout de suite après
assertion error, donc erreur d'assertion, assert non, ici, in out, puis là, le out, il l'a remplacé par la valeur qu'il lui a trouvée. Donc, la valeur, c'est selon Fred Guérin, oui, durée, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, non n'apparaît pas là-dedans. Donc, on voit que mon algorithme, en fait, dit que 4, c'est un nombre premier. Alors que, évidemment, 4, c'est pas un nombre premier. Donc, comme j'ai une erreur, ben, le test me dit que j'ai une erreur. Donc, il faut quand même décoder un peu c'est quoi que ça veut dire, cette affaire-là. Donc, non, in, out. En fait, il faut que notre test dise que non, c'est que 4, c'est pas un nombre premier. Fait que nous, comme on a oui, notre test a dit que 4 est un nombre premier, donc on a une erreur. Finalement, on a l'emplacement où l'erreur d'assertion se produit. Donc, nous, ça se produit dans le fichier test1.python à la ligne 21. Et ça nous dit qu'il y a une assertion error à cet emplacement-là. Et finalement, ici, vous avez captured stdout call. Ça ici, je vous le donne juste pour... en fait, c'est moi-même qui fais afficher ça par le test. C'est pour... Ici, des fois, c'est peut-être plus difficile de lire la sortie ici. Donc, quand on la voit ici, la sortie, c'est plus facile de comprendre. Donc, on voit que la réponse en réalité du programme ici, ça a été, selon Fred Guérin, oui, blablabla. Et évidemment, test candidat composé, on s'attend à ce que le candidat soit composé, mais nous, on a répondu oui pour dire qu'il était premier. Donc, clairement, on a une erreur. Maintenant, comment vous pouvez faire pour exécuter tous les tests? Pour exécuter tous les tests, c'est pas compliqué. Vous faites PyTest et vous ne rajoutez rien. Dans ce temps-là, tous les fichiers de tests qui sont dans votre répertoire courant vont être exécutés. Donc, moi, dans mon cas, j'avais test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous les tests se sont exécutés, puis j'ai une erreur dans mon test 1, ici. Et un total de 129 tests qui ont été exécutés. Donc, vous pouvez aussi vous limiter à une partie des fichiers en utilisant l'expansion des accolades dans Bash. Donc, par exemple, si on veut exécuter les tests qui sont contenus dans les fichiers test 1, test 2 et test 3, on peut faire comme ceci. PyTest, test-underscore, puis vous mettez le 1, 2.3 en crochet. Donc ça va faire une expansion pour donner test 1, test 2, test 3, ce qui va vous permettre de tester uniquement ces trois fichiers-là. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous voulez voulez tout de suite rajouter les 8 tests, puis après ça, vous vous dites, ben là, je veux tester juste 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5. Donc, vous pouvez faire comme ça. Les tests, normalement, vont passer identiquement dans Bash et dans Windows. Donc, ici, vous avez une sortie dans PowerShell, où est-ce que j'exécute les tests, et vous voyez que tout passe, il n'y a aucun problème. Finalement, vous allez probablement peut-être avoir besoin de ce qu'on appelle un timeout. Vous n'en aurez peut-être pas besoin tout de suite, mais vous allez en avoir besoin plus tard dans l'exercice. Donc, pour pouvoir utiliser le timeout, vous allez devoir installer un module d'extension qui s'appelle PyTest Timeout. Donc, vous faites tout simplement un pip3 install PyTest Timeout et vous le faites dans Bash et dans WSL si vous voulez pouvoir tester ça aussi dans WSL. C'est ça, vous allez lancer la commande PyTest comme vous voyez ici en dessous. Donc, PyTest-timeout égale 5. Ça veut dire qu'on se donne un délai de 5 secondes pour exécuter nos tests. Et après ça, on fait test, 1, 2.4, etc. Pourquoi on fait ça? C'est supposons que, là, j'ai pas ici d'exemple où ça planterait. J'aurais peut-être pu trouver un exemple où ça plantait, mais si vous avez un test parce que le test fait rouler votre programme. Fait que si votre programme, à un moment donné, gèle ou est pas assez rapide, ou il plante, ou je sais pas, c'est-à-dire qu'il est pas capable de trouver une réponse dans les temps souhaités, ben là, il faut pas que le test dure indéfiniment. Là. Donc, on se met une limite de temps dans ce cas-là. Donc, ici, la limite de temps, c'est 5 secondes. Donc, vous voyez dans mon cas que sans problème, mon test a pu passer rapidement. Donc, ici, en l'espace de 2,52 secondes. Mais le 5 secondes, c'est pas la durée totale du test, c'est la durée de chacun des tests. Okay? Donc, c'est ça. On voit ici ce que ça donne. Donc, maintenant, vous allez me faire une saisie pour me démontrer que vos tests de la partie 1 fonctionnent bien. Donc, vous allez me faire un PyTest timeout égale 5 test1.python. Vous allez faire cette commande-là.
puis vous allez me démontrer que tous vos tests pour la partie 1 fonctionnent. Vous allez faire votre saisie. Donc, quelle va être la suite des choses à partir d'ici? Ben, dans les sections suivantes, je vais pas vous parler des tests à chaque partie. OK? Donc, les tests, vous les avez, je vous les ai donnés, je vous les ai fournis. Donc, c'est à vous de les utiliser à bon escient pour vérifier votre programme. C'est sûr que moi, je vais aussi utiliser les tests à la fin quand je vais tester votre programme. OK? Donc, ils sont à votre disposition, puis c'est à vous de vous en servir. À la toute fin de l'exercice, je vais vous demander une saisie de PyTest pour l'ensemble de votre programme, de votre exercice. Mais entre-temps, je vous en reparlerai pas dans les prochaines sections des tests. OK? Donc, c'est à vous d'utiliser à bon escient. Alors voilà, vous versionnez. Alors maintenant, on va s'attaquer à la vérification parallèle, si vous voulez, au multiprocessus de la primalité d'un nombre. Donc, c'est vraiment la partie, disons, la plus, disons, un peu peut-être plus longue ou pas nécessairement la plus difficile parce que c'est la première qu'on fait, puis parce que je donne beaucoup de détails pour y arriver, mais c'est clairement le nœud de l'exercice ici. C'est vraiment la partie la plus fondamentale de l'exercice, puis c'est celle qui vaut le plus de points aussi. Donc, sur 10, ça vaut 2.5. Donc, ici, ce qu'on veut, le programme séquentiel, OK, il va vérifier si un nombre parmi 3, 5, 7, etc., jusqu'à la racine, est un diviseur du candidat qui est soumis au script. Mais avant d'avoir fait ça, notre programme va avoir vérifié les codes bases 1, 2, 3, etc. OK, et les nombres pairs. Si aucun diviseur est trouvé, alors le nombre est premier. Donc, nous, ce qu'on va commencer par faire, on va s'imposer une limite artificielle de 4 processus. Donc, on va supposer que notre programme s'exécute sur une machine qui possède 4 cœurs. En fait, ma machine possède 4 cœurs, mais je pense que c'est un bon exercice de supposer qu'une machine en possède 4. Puis après ça, dans les sections subséquentes, on va ajuster le nombre de processus. Okay? Au départ, on va fixer on va supposer qu'on va 4 cœurs. Après ça, on va généraliser. Donc, comment est-ce qu'on pourrait paralléliser la solution? Okay. Comment on pourrait paralléliser notre algorithme séquentiel, comment on pourrait le paralléliser? Donc, c'est sûr, si je vous posais cette question-là, je vous envoyais dans la nature. Il y en a qui pourraient réfléchir pendant 30 heures, puis ils n'auraient pas trouvé la solution. Okay. Alors qu'il y en a d'autres, peut-être que tout de suite, en pensant à ça, ils se sont dit, ah, moi, c'est comme ça que je fais ça. Donc, ça dépend. Mais le but ici, c'est pas que vous trouviez immédiatement comment on peut paralléliser cette chose-là. Donc, le but, c'est plus de vous faire programmer quelque chose de parallélisé. Donc, je vais quand même vous mettre pas mal ça la bonne track pour arriver à faire ça. OK? Faire ce qu'on va faire ici. Donc, d'abord, il y a une question de seuil ici qu'on va aborder. Donc, pour les codes bases, en général, c'est pas utile de paralléliser quoi que ce soit. Donc, vous n'essayerez pas de découvrir de manière parallèle que le nombre 3 est un nombre premier. OK, ça vaut pas la peine. Je veux dire, ce genre de truc-là, vous y allez de manière séquentielle. Donc, c'est probable, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que le parallélisme, ça commence à être payant quand le nombre à tester devient suffisamment grand. Donc, pour le moment, nous, ce qu'on va faire dans notre façon de programmer, c'est qu'on va rester en mode séquentiel en bas de 100, puis on va passer en mode parallèle en haut de 100. Maintenant, vous allez me dire, à 100, est-ce qu'on fait séquentiel ou parallèle? Bien, 100, c'est un nombre pair. Fait que tous les nombres pairs sont faits de manière séquentielle. On les teste avant de rentrer dans notre algorithme, proprement dit. Parce que les nombres de base, comme on l'a ici, 1, 2, 3, nombres pairs, ça, c'est tout fait de manière séquentielle. C'est pas ça qu'on veut paralléliser. Ce qu'on veut paralléliser, c'est quand on arrive avec des nombres suffisamment grands, puis qu'on doit tester tous les diviseurs. Okay? Fait que là, les diviseurs, on peut les séparer, ces diviseurs-là, pour dire qu'une partie va prendre des diviseurs, l'autre partie va prendre d'autres diviseurs. Donc, on se fixe 100 comme borne. En réalité, 100, c'est totalement insuffisant. Je veux dire, probablement que l'algorithme séquentiel est plus rapide, probablement jusqu'à 100 000 ou peut-être plus que ça. Mais,
pour l'instant, on va prendre 100 parce que c'est ça qu'on prend comme valeur ici fixée dans le ciment. Encore une fois, c'est un truc qu'on pourrait généraliser ou moduler plus tard dans notre script, mais on ne le fait pas ici. Mais il faut quand même se fixer un seuil à quelque part, puis là, le seuil qu'on a pris, c'est 100. Alors, ce qu'on va prendre au départ, on va, comme je l'ai dit, on va se limiter à 4 processus qui tournent en même temps, en supposant qu'on est sur une machine 4 cœurs, puis que chaque cœur va exécuter un processus différent en même temps. Donc, il y a ce qu'il faut faire ensuite de ça, c'est découper la tâche de vérification des diviseurs. Il faut découper cette tâche-là en 4. Il y a 2 façons de faire ça. Il y a une façon de faire avec des blocs, puis il y a une façon de faire avec des séquences entrelacées. Donc, la manière avec les blocs, c'est la plus intuitive en quelque sorte, mais la plus compliquée. Alors que la séquence entrelacée est moins intuitive, mais beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on va prendre celle-là. Mais je vais quand même vous introduire le truc de blocs. À un moment donné, j'avais pensé mettre les blocs en bonus, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est ça. Je veux pas que vous fassiez les blocs autrement dit, donc allez-y avec les séquences entrelacées. Donc, les blocs, je vais quand même parler de c'est quoi les blocs. Donc, le plus simple, si mettons je vous avais dit, ben il faut que diviser le problème en 4, ben vous auriez dit, ok, parfait, je vous dois séparer, parce que diviser le problème en 4, ça veut dire quoi? Quand on est séquentiel, il faut tester les diviseurs 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, etc. jusqu'à R. OK? Donc, il faut tester tout ça. Ici, comme on l'a, 3, 5, 7 jusqu'à R. Donc, il faut tester tous ces diviseurs-là. Si je veux les diviser en 4, mettons que R, c'est 100. Ben, si R, c'est 100, puis que je veux diviser mon problème en 4, ben, je vais dire, tiens, toi, premier processus, tu vas faire de 1 à 25. Toi, deuxième processus, tu vas faire de 26 à 50. Toi, troisième processus, tu vas faire de 51 à 75. Puis toi, quatrième processus, tu vas faire de 76 jusqu'à 100. Okay? Donc, en théorie, ça paraît facile de procéder comme ça. Okay? Puis c'est extrêmement intuitif. Donc, c'est comme vous avez, je sais pas moi, peut-être que ça vous arrive pas encore souvent d'avoir à faire le pliage du linge qui sort de la sécheuse, mais je veux dire, si vous êtes 4 personnes, ou mettons que vous voulez faire la vaisselle, ou quelque chose comme ça, mais mettons que vous voulez faire le pliage du linge, vous avez 4 personnes, ou ben qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le paquet de linge, vous allez le diviser en 4 tas, puis vous allez donner un tas par personne, puis chaque personne va plier son linge de son bord. Ici, c'est la même chose, là. C'est pas plus compliqué que ça. On a des nombres, des diviseurs à tester, on a un paquet de diviseurs, puis on prend le paquet de diviseurs, puis on divise en 4. OK? Mais dans le cas ici présent, il y a certaines subtilités parce qu'il faut choisir uniquement des nombres pairs. Donc, tantôt, quand j'ai dit, par exemple, de 1 jusqu'à 100, on disait qu'on prend de 1 jusqu'à 25. Mais premièrement, 1 puis 2, ils ne devraient pas en faire partie parce qu'on commence à 3. Deuxièmement, on ne prend pas les nombres pairs. Ça fait que quand on dit après ça de 26 jusqu'à 50, ben c'est des nombres pairs, des intervalles. Fait que là, ça marche pas. Donc, il y a des petites subtilités tannantes là-dedans. OK? Il y a des petites affaires tannantes. Puis d'autre part, il y a même d'autres choses. Il y a d'autres raisons peut-être pourquoi que ça serait mieux d'utiliser la technique de l'entrelacement. Mais je veux pas nécessairement entrer dans les détails, mais il y a une autre raison pour laquelle c'est plus intéressant d'utiliser l'entrelacement. Donc, l'entrelacement, c'est quoi? Donc, c'est d'utiliser, en fait, 4 séries qui vont un peu être décalées les unes par rapport aux autres. Okay? Donc, la première série va commencer à 3, puis va monter par pas de 8. Parce que il y a une série qui commence à 3, il y a une série qui commence à 5, il y a une série qui commence à 7, il y a une série qui commence à 9. Donc, la série qui commence à 3 va monter par pas de 8, 3, 11, 19, 27, etc. Okay? Donc, la série, ça va être la forme 8n plus 3. Puis évidemment, on arrête à R. Parce qu'on n'a pas besoin de monter plus haut que ça. La deuxième série commence à 5, toujours. Monte toujours par pas de 8, 5, 13, 21, 29, etc. Donc, la forme 8n plus 5, et s'arrête à R. La troisième série commence à 7, monte toujours par pas de 8,
7, 15, 23, etc. Et la quatrième commence à 9, 9, 17, 25, etc. de la forme 8n plus 9. Donc, si vous regardez ça, en réalité, vous voyez que tous les nombres vont être couverts. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Tous les nombres sont couverts, mais on les répartit en 4 séquences qui sont entrelacées, mais qui sont décalées un peu les unes par rapport aux autres. Puis ça va nous permettre de tester tous nos nombres de cette façon-là. Donc ça, c'est la façon la plus simple de procéder pour plusieurs raisons. Et si vous voyez ici, on voit en Python, donc supposons que R c'est 50. OK, donc on veut tester jusqu'à R 50. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça? On peut faire list, range, 3, R plus 1, 8. Donc on part à 3, on se rend jusqu'à R, mais comme en Python, c'est toujours l'intervalle de borne inférieure jusqu'à borne supérieure exclusive, il faut rajouter 1. Donc, de 3 jusqu'à R plus 1 par pas de 8. OK? Donc, si vous faites ça, puis vous faites afficher ça en Python, vous avez 3, 11, 19, 27, 35, 43. Donc, vous avez 3, 11, 19, etc. Donc, c'est très facile en Python avec range. C'est très facile de générer ces séquences-là. OK? C'est excessivement facile. Donc, si on veut accélérer la séquence qui commence à 5, ça va faire 5, R plus 1, 8 toujours, et vous allez générer 5, 13, 21, 29, 37, 45, comme vous avez ici. Donc, c'est très facile de générer ces séquences-là. Donc, voici l'approche qui vous est suggérée pour coder ici le truc du multiprocess. C'est que vous allez avoir votre terminal, on départ la commande, donc on se trouve dans le processus main ou la fonction main, si vous voulez. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va démarrer, elle va construire 4 sous-processus, donc 4 constructions de processus. Chacun de ces processus-là va recevoir une séquence de nombres à traiter. Okay, donc, les fameuses séquences qu'on a ici, les processus vont recevoir ces séquences-là. Donc, idéalement, vous ne faites pas liste. Moi, ici, quand j'ai fait liste, là, c'est pour générer la liste. OK? Mais vous avez, le mieux, c'est de ne pas faire liste. C'est d'utiliser directement le range. OK? Donc, vous allez créer des séquences, 4 processus, chacun avec sa séquence de nombres à tester. Après ça, vous allez faire 4 start, parce que vous avez 4 processus, donc il faut les démarrer tous les 4. Vous faites start, 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 start. Après ça, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire 4 join. Join, 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 join. Et chacun de ces processus-là va faire son calcul de son bar. Et maintenant, comment va-t-il manifester ce résultat-là? Donc, c'est ici qu'on peut être un peu astucieux pour éviter le problème de communication interprocessus qu'on a vu précédemment. Donc, on ne pourra pas l'éviter jusqu'à la fin de l'exercice, mais on peut l'éviter dans cette partie de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner le résultat dans l'exit code. Donc, si l'exit code, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez. OK? Mais vous retournez le résultat dans l'exit code, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez dire, si mon exit code c'est 0, ça veut dire que mon nombre est composé. Puis si mon exit code est 1, ça veut dire que c'est premier. Ou alors, vous faites l'inverse. Si mon exit code est 0, ça veut dire qu'il est premier. Puis s'il est 1, ça veut dire qu'il est composé. OK? Donc, vous retournez votre résultat dans l'exit code. Et vous, après ça, vous analysez chacun de ces exit codes-là. Donc, si les 4 exit codes vous disent que le nombre est premier, dans la séquence que vous avez passée. Autrement dit, vous n'avez pas trouvé de diviseur. Okay? Donc, si chacun des 4 exit codes vous disent j'ai pas trouvé de diviseur, ben vous en concluez que le nombre est premier. Sinon, vous dites ben le nombre n'est pas premier. Okay? Et vous-même, vous générez un exit code à la fin, mais ça, c'est plus ou moins important. Mais ici, donc, vous comprenez un peu l'astuce. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est sûr que quand vous allez créer 4 processus, vous pourriez dire, ben, je vais les appeler PS1, PS2, PS3, PS4. Après ça, je vais faire des starts. PS1.start, PS2.start, PS3.start, PS4.start. Après ça, je vais faire des joins. PS1.join, PS2.join, PS3.join, PS4.join. Après ça, je vais faire des exit codes. PS1.exit code, PS1.code, je pense. En tout cas, je me rappelle comment il s'appelait exactement. PS2.code, PS3.code, PS4.code. C'est ça, vous pouvez faire ça comme ça. Mais je vous encourage à utiliser une liste. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez devoir le faire plus tard. Donc, je vous encourage à mettre les 4 processus dans une liste. Puis après ça, vous allez traiter, vous allez faire un for each. Donc, pour for each processus de data, ps.start. For each processus de data, ps.join. Comprenez le principe. OK? Donc, après ça, si plus tard, je vous dis, ben là, maintenant, utilisez à la place de 4 processus, utilisez-en 12,
ben, vous allez faire une liste, puis vous allez changer le 4 par 12, puis ça sera pas plus compliqué que ça. OK? Donc, voilà. Ça, c'est l'approche suggérée. Vous allez maintenant définir votre script est premier MP pour multiprocessing. Vous allez démontrer le bon fonctionnement en bas de 100. Donc, en bas de 100, votre programme fonctionne en mode séquentiel. Donc, essentiellement, ça devrait bien fonctionner ici parce que vous savez déjà comment ça doit fonctionner. Donc, ici, on dit le nombre doit être plus grand que 0 si jamais vous utilisez 0 ou un nombre négatif. Vous faites une démonstration avec une saisie. Maintenant, si c'est plus grand que 100, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on passe en mode multiprocessing. Donc, quand on est en mode multiprocessing, on doit afficher certaines informations pour nous montrer qu'on est en mode multiprocessing. Donc, une de ces choses-là que vous allez afficher vos ranges. Donc, ici, on a que, par exemple, si on veut tester que 9901 est un nombre premier, on va générer 4 processus. Donc, ici, on a les PID de nos processus. Donc, ça, c'est les 4 PID différents de chacun des processus. Les ranges associés à chacun de ces processus-là. Donc, lui, c'est le range qui part à 3, le range qui part à 5, le range qui part à 7, le range qui part à 9. Et quand on a fini, on affiche la réponse. Donc, ça, là, on ferait dire oui. Donc, ça va s'afficher au départ. Puis ça, ici, ça va s'afficher quand le programme va terminer. Il va trouver la solution. Donc, après environ une demi-seconde, il va trouver la solution. Donc, on va dire oui, puis on va afficher la durée. Même chose ici pour 10201. Dans ce cas-là, on va afficher encore une fois les 4 processus avec le PID de chacun, les ranges associés et le message à savoir si c'est premier ou pas et la durée. Vous faites une saisie de bon fonctionnement. Donc, sous Bash, vous allez avoir le même type de fonctionnement. Cependant, vous avez l'occasion sous Bash d'utiliser le fameux la commande time. Donc, ici, on fait time avec notre programme est premier MP. Puis là, on y passe un super nombre assez grand que vous pouvez faire copier-coller ici, qui va prendre un peu plus de temps pour vous. Ben moi, en fait, c'est 1.3 secondes. Donc, si votre ordinateur est bien rodé, vous allez peut-être avoir comme une demi-seconde ou un quart de seconde si vous êtes très, très, très puissant. Donc, on voit que le temps d'utilisateur va dépasser le temps réel ici. Donc, si vous regardez ici, vous avez real time. La durée, ça, c'est la durée que mon programme a calculée. Mais vous allez voir que la durée que votre programme a calculée va être un peu inférieure à au real time parce que le temps que le script Python démarre, puis se réchauffe, puis démarre, il y a un temps qui est perdu. Puis le temps qui arrête, il y a un temps qui est perdu aussi. Donc, ce temps-là n'est pas pris en compte ici dans la durée, parce que la durée, il faut que le script Python part, puis après ça, la durée s'affiche avant que le script Python se termine. Mais entre le démarrage et la fin, il y a un peu de temps ici qui est pris en compte dans le real time que vous avez ici. Mais le user time ici que vous voyez, lui, c'est l'effet du parallélisme. Donc, c'est ce qui fait que, vu qu'il y a 4 processus qui sont utilisés en même temps, ça utilise plus de temps CPU. Donc, le total du temps de CPU ici dépasse le real time. Ce qui clairement nous signale qu'on a affaire à un programme parallélisé. Donc, vous allez faire une saisie de bon fonctionnement. Maintenant, vous allez démontrer le bon fonctionnement quand on fait une interruption clavier. Donc, lors d'une interruption clavier, on affiche un simple message d'erreur et aucune trace d'exécution en quelque sorte, d'une certaine façon. Donc, on a ici les processus, encore une fois, qui s'affichent au démarrage. Puis après ça, on fait un keyboard interrupt, comme on voit ici avec un CTRL-C dans Bash. Et on fait un time. Et quand on fait l'arrêt, on voit ici la durée qui apparaît de 5 secondes. Donc, on a attendu un certain temps avant de le faire. On utilise un nombre plus grand aussi, comme vous voyez ici. Vous pouvez utiliser un nombre plus grand. Et on a le temps ici de time qui apparaît. Faites une démo. Ensuite ça, on va renommer avec setProcTitle. Tout ça dans Bash. Donc, je sais qu'il y en a qui ont eu des petits problèmes avec cette commande-là, mais j'ai donné un peu comment on pouvait résoudre ce petit problème-là. J'en avais parlé précédemment, donc vous aurez juste à utiliser le même module. Donc, quand on va exécuter la commande, par exemple, celle-là ici, avant de faire l'interruption clavier,
vous allez faire un HTOP. Et dans top, vous allez voir les noms des différents processus qui vont s'afficher. Donc en fait, ici, on a le premier.python, on voit le nom du processus. Et on voit les processus, disons, de calcul ici qui ont été renommés. Et chacun des processus commence par mes initiales. Vous, évidemment, ça doit être vos initiales qui doivent se retrouver ici. Et là, on a le processus pour le range qui départ à 3, 5, 7, 9. Hiérarchie, vous faites une saisie de ça. Ensuite de ça, des benchmarks. Donc, ici, on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus rapide? Est-ce que c'est l'approche séquentielle ou c'est l'approche parallèle? Donc, dans le cas, par exemple, d'un nombre comme 10 201, si vous faites le benchmark avec premier séquentiel, vous allez voir que ça prend 0,0005 secondes. C'est quand même assez rapide. Si vous le faites en parallèle, ça prend 0,6 secondes. Donc, c'est démentiellement coûteux de le faire en parallèle pour 10 201 versus l'approche séquentielle. Ça n'a aucun bon sens. On voit que ça vaut pas la peine. En fait, non seulement ça vaut pas la peine, c'est terrible. Par contre, si on utilise un nombre quand même assez grand comme ici, celui-là, donc milliers, millions, billions, trillions, quadrillions, donc 10 quadrillions 61, on voit que ça prend 10, c'est un nombre premier, et dans ce cas-là, séquentiel nous a pris 7,6 secondes, alors qu'en parallèle, ça nous a pris 5,11, 5,1 secondes. Donc c'est plus rapide en parallèle qu'en séquentiel. Mais l'avantage n'est pas si démesuré dans un cas comme ça. Vous allez faire une saisie. Donc, on peut se demander si en utilisant un nombre encore plus grand, on n'obtiendrait pas un avantage encore plus conséquent. Donc, je vous propose d'utiliser le grand nombre que vous avez ici, dans ce cas-là. Et toujours, dans ce cas-là, on voit que l'approche parallèle nous donne ici un temps de 41 secondes, alors que l'approche séquentielle nous donne un temps de 72 secondes. Donc, ici, c'est quasiment 2 fois plus lent que l'approche parallèle. Donc, pour les très grands nombres, ça commence à valoir la peine d'utiliser une approche parallèle. Vous voyez ici que ça prend quand même 42, 72 secondes. Ça peut prendre un certain temps à faire ça. Donc, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire trop souvent pour pas perdre trop de temps. Mais je prends quand même pour acquis que votre machine est probablement plus puissante que la mienne. Donc, vous allez peut-être obtenir 10 secondes ici ou quelque chose comme ça. Mais pas pour tout le monde. Donc, vous allez faire une saisie de bon fonctionnement. Finalement, vous allez versionner. Donc, ici, on va rajouter des arguments à notre script. Donc, avec ArcParse, qui est un module très utile, mais qu'il faut apprendre à apprivoiser, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc, l'aide, quand on utilise l'option H, on veut afficher l'aide que voici. Donc, essentiellement, vous allez mettre votre nom ici. On a un argument positionnel qui est le nombre qu'on veut tester. Et après ça, on a des arguments optionnels ici, comme le délai, qui est un délai de calcul par défaut qui est de 10 secondes. Mais là, ça, vous faites ça plus tard. Vous ne faites pas ça tout de suite. Pour l'instant, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on veut que l'aide s'affiche comme il faut. Après ça, il va y avoir un truc d'explication qui vient plus tard. Un truc de limitation de nombre ou de spécification du nombre de processus, ça vient plus tard. La trace, ça vient plus tard. Puis le qui est ou quiet, ça vient tout de suite après. Mais c'est une option très facile à coder. Donc, vous allez faire votre saisie pour démontrer le bon fonctionnement. Ensuite ça, on s'attend que le nombre, c'est-à-dire si jamais on fournit aucun nombre, on veut un message d'erreur. Et ici, on fournit un nombre ici qui n'est pas un entier. Alors, on veut aussi qu'il s'affiche un message d'erreur. Donc, vous faites votre saisie pour démontrer ça. Et si on utilise l'option Q, ce qui va se passer dans ce temps-là, c'est que on n'affichera pas les noms des processus, en fait, les ID des processus avec le range. Donc, ici, sans l'option Q, les ID des processus avec les ranges s'affichent. Avec l'option Q, les process ID puis les ranges ne s'affichent pas. Mais la durée, comme vous voyez, ici, la durée est quand même
un petit peu plus longue, mais normalement, ça va être environ semblable là, dans les deux cas. Vous faites une saisie pour démontrer le bon fonctionnement. Vous versionnez. Alors ici, on veut pouvoir paramétrer le nombre de processus. Donc, on va utiliser pour ce faire l'option P. Donc là, j'ai de la misère à me mettre à un endroit où il n'y a rien qui apparaît. Mes diapos sont peut-être trop remplis. Donc, l'argument P permet de spécifier le nombre de processus qui vont être utilisés. Donc, on voit ici un exemple. Ça, c'est par défaut. Donc, on fait avec le grand nombre qui est ici. On a nos 4 processus qui s'exécutent par défaut. Donc, on a que la réponse c'est oui. Puis, on a ici le Real User 6. Par contre, si on utilise l'option "-P3", on se limite à 3 processus dans ce cas-là. Donc, on voit ici que les 3 processus s'affichent. Range 3, 5, 7. On n'utilise pas 9 parce qu'on se limite à 3. On voit que le pas, cette fois-là, est rendu de 6 au lieu d'être de 8. Et on a ici la réponse qui s'affiche. Oui, c'est premier. Et on voit le temps. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que le temps, utilisant 4 processus versus 3 processus, c'est à peu près le même. Autrement dit, il n'y a pas vraiment... vous, dans votre cas, ça ne veut pas dire que ça va être la même chose. Mais moi, dans mon cas, moi, j'ai 4 cœurs sur la machine. Ça fait que, en réalité, si j'utilise juste 3 cœurs, 3 processus, je vais avoir un résultat qui risque d'être peut-être équivalent ou meilleur à 4 processus, parce que j'ai tout le temps un processus, un cœur qui doit être utilisé par le système d'exploitation et tout le reste. Fait que ça laisse 3 cœurs qui sont libres, donc essentiellement, j'ai avantage à utiliser juste 3 processus. Mais vous, si vous avez 16 cœurs sur votre machine, ben utiliser 3 processus au lieu de 4, ben vous allez avoir moins de performance. Donc, vous voyez le temps utilisateur ici. Donc, le temps real est à peu près le même. Mais le temps utilisateur ici, c'est 4.38, puis ici, c'est 3.56. Donc, ici, ça a baissé. Tout simplement parce que j'ai seulement 3 processus qui roulent en même temps. Okay? Même si mon temps réel est à peu près le même. Donc, j'ai moins de temps utilisateur. Donc, vous allez faire une saisie pour 3 et 4 processus comme à la diapo précédente. Ensuite ça, on va essayer avec 9 processus pour voir ce qui se passe. Donc, vous faites 9 processus. Vous avez ici toutes les PID qui apparaissent avec les ranges et les steps. Et ou le pas si vous préférez. Donc, oui, c'est ça, c'est un nombre premier. Donc, le résultat ici apparaît. On peut voir la différence entre 9 processus et 4 processus. Donc, 9 processus, en fait, il n'y a pas d'avantage. Dans mon cas, il n'y a pas d'avantage à utiliser plus de processus que le nombre de cœurs que j'ai sur ma machine. La seule chose que je crée en faisant ça, c'est que j'augmente l'overhead, la surcharge de communication entre les différents processus. Donc, ça fait juste rajouter du temps en réalité. Donc, puis on voit que le user, en fait, le temps utilisateur de 4.4 ici, puis de 4.4 ici est le même. Donc, j'ai pas augmenté mon temps utilisateur de quelque manière que ce soit. Donc, ça ne sert pas nécessairement à grand chose de faire ça. Sauf de se rendre compte que ça sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, vous, si vous avez 16 cœurs, votre 9 processus va fonctionner beaucoup, probablement plus rapidement que votre 4 processus. Donc, vous allez faire une saisie ici, puis vous allez comparer avec le temps pour seulement 4 processeurs. Donc, vous allez mettre votre temps pour 4 processeurs, puis vous allez mettre votre temps pour 9 processeurs. Puis la 9 processeurs, je veux toute la saisie ici. Donc, autrement dit, je veux quelque chose qui ressemble à ce que vous avez ici. Donc, vous mettez ça, puis vous mettez ça ici, puis vous montrez c'est quoi la différence entre les deux. Donc, en forçant l'utilisation, on peut voir aussi c'est quoi le coût brut du multiprocessus. Par exemple, en forçant l'utilisation d'un seul processus. On va pouvoir alors comparer la vitesse du script séquentiel versus parallèle, puis constater qu'il y a un coût additionnel. Donc ici, on utilise premier NP avec un seul processus pour faire le calcul, puis ici avec ici en séquentiel pour le même nombre. Donc en séquentiel, on voit que ça nous prend 2,02 secondes et avec un processus, ça nous prend 2,17 secondes. Donc il y a un coût additionnel du multiprocessus qui est d'à peu près 0,2 ou 0,15 secondes ici qui s'ajoute. Mais pour ce qui est des Real User 6, bon, on voit là que c'est à peu près, il y a le Real qui est un peu plus long ici, puis le 6, donc
les appels système de communication entre nos processus. On voit que le 6 ici a augmenté par rapport à monoprocessus. Donc, quand c'est séquentiel, le 6 est bas. Puis essentiellement, le coût supplémentaire de notre utilisation d'un processus provient des appels système ici, qui coûtent plus cher. Donc, vous allez faire ici une saisie. Après ça, qu'est-ce qui se passe quand on utilise l'option P0? Donc, ça ne veut pas dire qu'on utilise 0 processus. Quand on utilise l'option P0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le nombre maximum de processus qui correspond au nombre de cœurs qu'on a sur notre machine. Donc, P0, ça veut dire utilise un nombre de processus qui est égal au nombre de cœurs que j'ai sur ma machine. C'est ça que ça veut dire. Donc, moi, dans mon cas, P0, comme vous voyez ici, ça affiche juste 4 processus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 4 cœurs. Okay? Mais vous, dites-vous que si vous avez 8 cœurs, vous allez avoir 8 processus qui vont s'afficher là. Puis si vous avez 16 cœurs, vous allez avoir 16 processus qui vont s'afficher là. Si vous avez 12 cœurs, vous allez en avoir 12. Si vous en avez 6, vous allez avoir 6. Donc, comprenez le principe. Okay? Si jamais vous avez juste 2 cœurs, on ne sait jamais, ben, vous allez avoir juste 2 processus qui vont s'afficher. Donc, comment vous allez faire pour savoir combien vous avez de cœurs sur votre machine? Vous allez faire un import multiprocessing as MP, évidemment, que vous avez déjà. Après ça, vous faites mp.cpucount. Donc, moi, mp.cpucount, ça me retourne 4. Mais vous, mp.cpucount peut vous retourner 6, 8, 12, 16. Donc, c'est ça. Donc, on commence par faire ici, aller chercher le nombre. Une autre façon de le faire, c'est sur la ligne de commande ici. Donc, on commence par faire un grep-c, bon, blablabla. Moi, ça affiche 4, donc vous, moi, ça va me permettre de savoir combien vous avez de processus sur votre machine en faisant ça. Et après ça, vous allez faire ici une exécution de ça avec le P0 pour que, ici, on voit le nombre 4 qui se traduit dans le nombre de processus qui sont exécutés. Donc, vous, ici, ça répond 6, mais ici, on va avoir 6, 8, 8, 12, 12, 16, 16. Donc, vous allez faire une saisie comme à diapo précédente. Si maintenant, on fournit un nombre négatif de processus, ben, ça veut dire que vous allez prendre votre nombre total de cœurs, puis vous allez soustraire ce nombre-là. Par exemple, si je vous passe P ici comme P-2, ben, P-2, ça veut dire qu'on prend, moi dans mon cas, j'ai 4 cœurs sur ma machine, donc je vais prendre 4-2, ça va me donner 2, donc je vais exécuter seulement mon programme avec 2 processus. Si vous, par exemple, vous avez 16 cœurs, ben P-2, vous allez démarrer votre script, vous allez démarrer 16-2, donc vous allez démarrer 14 processus. OK? Donc, voilà. Vous faites une saisie des 2 commandes de la diapo précédente. Pour le fun, on va faire une petite saisie, on va s'amuser à exécuter notre script avec 500 processus. Évidemment, 500 processus, ça risque de pas aider la chose. Mais on va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, premier, Q, P500. Le Q, on se rappelle que c'est le fameux quiet qu'on a vu précédemment. Puis si on met pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va afficher les 500 PID avec les 500 range. OK? On veut pas voir ça. Donc, on passe en mode quiet, P500, et on veut savoir ici comment ça prend du temps à faire le calcul. On voit que le calcul, le temps est augmenté considérablement, comme vous voyez ici, jusqu'à presque 5 secondes. On fait la comparaison avec le QP0. 0, c'est le nombre qui correspond au nombre de cœurs que vous avez sur votre machine. Donc, moi, dans mon cas, quand j'utilise 4 cœurs, ça me donne une durée de 1.4 secondes versus 4.8 secondes quand j'utilise 500 processus. Ici, 4 processus. Et le user, le real time, le user time, le sys-time. Vous voyez que le sys-time ici est augmenté considérablement. Autrement dit, mon programme passe la moitié de son temps, il passe à faire des appels système et des choses comme ça. Okay? Donc, si vous voyez que le sys plus le user ne donne pas le real time, ben, puis que ça vous surprend, ben, c'est normal que ça vous surprenne. Moi aussi, ça me surprend, mais pas tant que ça. Je veux dire, le sys, c'est du temps consacré à faire des appels système, mais les appels système peuvent se faire sur plusieurs cœurs en même temps. C'est pour ça que le total ici peut dépasser le real time. Donc, on voit ici, c'est ça. Le système est fortement sollicité. Donc, normalement, 500 devrait fonctionner. Moi, sur ma machine, 500 fonctionnait, 1000 ne fonctionnait pas. Donc, vous, j'estime que 500 devrait fonctionner. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous me le direz.
Donc, vous faites votre saisie. Donc, à partir de là, on peut se demander, ça serait quoi le meilleur compromis pour faire pour tester. Est-ce que le mieux, ça serait d'utiliser P0, donc exactement un nombre de processus qui correspond au nombre de cœurs qu'on a sur notre machine. P-1, donc le nombre de cœurs moins 1. P-2, le nombre de cœurs moins 2. Donc, lequel dans les trois est meilleur sur votre machine. Donc, vous allez me faire une saisie pour répondre à cette question-là. Moi, dans mon cas, on peut voir que le meilleur des trois, c'est P-1. Le meilleur compromis, vous faites une saisie. Finalement, vous versionnez. Donc, ici, ce qu'on veut faire dans cette partie-là, c'est qu'on veut que quand on exécute notre programme puis qu'il découvre que c'est un nom composé, on veut qu'il nous donne deux facteurs qui multiplient entre eux vont donner notre nom. Donc, par exemple, ici, si on exécute avec l'option E pour explication, donc l'option E, 97, 97, là on a nos 4 processus qui démarrent, et le programme nous répond non, puis il nous dit pourquoi. Il dit ça, c'est pas un nombre premier, parce que, ou car, 97 multiplié par 101, c'est égal à 9797. Si on l'exécute avec 10021, même chose, il va dire non, parce que 101 fois 101, c'est égal à 10201. Donc, c'est ça. Est-ce que la réponse ici fournie est unique? Pas nécessairement. Okay. Dans le cas de 97-97, oui, c'est unique. Parce que, en fait, les deux possibilités, c'est 97 fois 101 ou 101 fois 97. Mais mettez-moi toujours le plus petit suivi du plus grand. Donc, dans ce cas-là, c'est unique parce qu'il y a seulement deux facteurs possibles. Mais des fois, c'est pas unique. Là. Si je vous dis est premier 60, qu'est-ce qui donne 60? Ben, ça peut être 2 fois 30, ça peut être 4 fois 15, ça peut être 3 fois 20, ça peut être 5 fois 12. Donc, il y a plein de choses qui donnent 60. Okay? Donc, dans ce cas-là, c'est pas unique la réponse. Mais dans un cas comme 97-97 et 10201, c'est unique. L'option explicative. Après ça, on s'attend aussi que cette option explicative-là, on s'attend qu'elle soit non coûteuse. Donc, par exemple, ici, vous avez donc on a un exemple ici. Donc, on a ici sans explication. On utilise ce grand nombre-là ici. Là, donc, sans explication, on répond non au bout de 4 secondes à peu près. Puis avec explication, on répond non aussi au bout de 4 secondes. Donc, il ne faut pas que ça prenne. Une fois que vous avez trouvé que c'est un nombre, autrement dit, une fois que vous avez trouvé que c'est un nombre composé, il ne faut pas après ça repasser à travers tout le, tu sais, autrement dit, vous le trouvez, puis en même temps que vous l'avez trouvé, ben vous le sortez. Okay? Donc, astuce. Il faut obtenir le diviseur à partir du processus qu'il a trouvé. Okay? Donc ça, c'est un cas typique de communication interprocessus. Autrement dit, avant d'arriver à la partie 5, vous n'avez pas besoin de communication interprocessus. Il y a l'exit code. Mais à partir de là, ça vous prend une communication interprocessus. Laquelle ça vous prend? Je vous laisse décider. Vous l'avez vu dans une partie précédente. Donc voilà. Donc vous allez me faire ici une saisie de bon fonctionnement pour vous montrer que c'est non coûteux. Et quand vous avez fini, vous versionnez. Alors, là, on va aborder la notion de... En fait, on va intégrer la possibilité d'avoir un délai d'exécution. Donc, le délai par défaut, c'est 10 secondes, mais il est possible de le configurer. Donc, d'abord, on va valider qu'on a bien un délai de 10 secondes qui s'applique. Donc, et votre programme, si quand il dépasse ce délai-là, devrait s'arrêter. Donc, on a un exemple ici, on fait un time. Et on fait, ici, on a ce grand nombre-là, ici, attesté, qui est un nombre qui devrait être très long sur votre machine, comme la mienne. Alors, on obtient un timeout error au bout de 10 secondes. En faisant un time ici, on voit effectivement que le real time est un peu en haut de 10 secondes, donc c'est correct que ça soit fond. Ça veut dire que notre programme a correctement identifié que c'était 10 secondes.
Et voilà. Vous faites une saisie. Et il y a moyen d'utiliser une option D qui modifie le délai par défaut de 10 secondes. Donc ici, si on utilise par exemple D 2.5, ben, le délai va passer à 2.5 secondes. Donc on voit ici timeout, le délai de 2.5 secondes est écoulé. Et on voit ici Real User System. Et toujours ici, on voit que c'est un peu en haut de 2.5. Donc c'est correct, ça fonctionne bien. Vous faites une saisie. Si maintenant le délai est 0 ou négatif, donc s'il est 0, le temps devient infini. Et si le délai est négatif, on affiche un message d'erreur. Donc ici, par exemple, on utilise un délai négatif, -d, -1. Ça nous dit le délai peut être négatif. Et ici, on affiche un délai de 0. Et dans ce cas-là, notre processus, disons, devient infini. Ben, l'infini, c'est-à-dire qu'il prend un temps infini, il n'y a pas de délai d'exécution. Et on voit ici que ça va prendre... moi, dans ce cas-là, j'ai interrompu mon programme au bout de 55 secondes, mais vous devez attendre au moins 10 secondes. Parce que si vous n'attendez pas 10 secondes, ben, ça ne pourra pas me prouver que votre délai est infini. Donc, la seule façon de me prouver que votre délai est rendu infini dans un contexte comme celui-là, c'est que le délai par défaut de 10 secondes ne s'applique pas. Donc, que ça vous prend plus que 10 secondes. Donc, par exemple, 15 secondes. Et on a le real time ici qu'on voit aussi pour la command time. Vous allez me faire une saisie. Vous allez versionner. Donc ici, il s'agit d'afficher une trace de points, un peu comme on a déjà fait dans un exercice précédent, en attendant le résultat. Mais il y a une petite affaire de plus qui est très intéressante que vous allez devoir faire ici. Donc, l'option T, je vais me tasser un peu la vignette, je vais la mettre là. Donc, cette option-là va causer l'affichage d'une trace de points, donc environ un point à tous les dixièmes de seconde. Donc, vous voyez ici un exemple. Donc, on utilise QT 10201. Mais dans ce cas-là, le calcul est tellement rapide, comme vous voyez ici, qu'il n'y a aucun point qui a été ajouté. Parce que le calcul est trop rapide. Si le calcul est un peu plus lent, comme on le voit ici, avec ça, donc en faisant toujours QT, donc Q pour ne pas afficher en tout cas, peu importe. Donc QT, on voit ici que là, il y a un paquet de points qui s'affiche. Et suite à ce paquet de points-là, on a un espace, puis on a ici un affichage qui nous indique combien de points on a affiché. Il faut afficher combien de points. Donc, le résultat, ensuite de ça, apparaît sur la ligne suivante. Donc, il n'apparaît pas après, ici. Il apparaît sur la ligne suivante. Même chose ici. Quand il y a un calcul rapide, le résultat apparaît tout de suite. Tout de suite après le truc, il n'apparaît pas une ligne après. Donc, faites pas toujours un \n devant votre truc. Ça ne marchera pas parce qu'ici, il faut que ça s'affiche direct après. Mais ici, il faut que ça s'affiche après la ligne de points. Donc, il faut détecter s'il y a des points qui ont été affichés. S'il y a des points qui ont été affichés, ben, il faut faire un \n, un retour de ligne, avant d'afficher notre résultat. Donc, en passant, ici, vous avez un indice. Donc, Inter-Process Communication. Donc, pour faire en sorte que vous puissiez savoir combien de points s'affichent, ça va vous prendre une certaine forme de Inter-Process Communication. Il y aurait moyen de le faire sans ça, mais c'est un petit peu plus, il y a un petit côté tricky, je dirais que moi, je préférais le faire par un processus indépendant, mais ça vous tente de le faire pas dans un processus indépendant. Vous êtes libre. Donc, quand on fait une interruption clavier, on voit quand même que le nombre de points s'affiche. Interruption clavier, le nombre de points s'affiche. Et on a l'interruption qui apparaît sur la ligne suivante, encore une fois, avec la durée, dans ce cas-là. En fait, ici, je me suis rendu compte qu'il y avait une interruption que je n'avais pas fait afficher avant. En tout cas, peu importe. Je ne vais pas revenir tant que ça sur ce qui avait été fait avant. Donc, vous faites une saisie. Aussi, il faut savoir que le processus de traçage a été renommé. Donc, par exemple, ici, dans le truc précédent, on voit que j'ai mes ranges qui ont été renommés et mon processus ici de traçage a été aussi renommé.
Donc, en fait, quand j'ai dit tantôt qu'il fallait pas le faire dans un processus séparé, je pense que vous n'avez pas le choix de le faire dans un processus séparé, puisqu'il apparaît ici. Donc, ça vous prend la même chose. Donc, votre processus va être renommé. Et vous allez donc me faire une saisie ici de votre, comme à la diapo précédente, mais avec vos initiales à la place des miennes. Vous allez versionner. Alors finalement, un petit bonus en terminant. Donc, je vous donne deux problèmes à résoudre, ici, comme vous voyez, avec une explication à fournir, en utilisant seulement deux processus dans ce cas-là, parce qu'on veut un peu limiter l'ampleur du problème, mais probablement qu'avec plus de processus, le problème se manifesterait de lui-même aussi. Vous avez deux nombres que je vous fournis, et vous devez tester si ces nombres-là sont premiers ou non. Donc dans ce cas-là, ils ne sont pas premiers. Et l'idée, c'est que vous devez fournir le résultat rapidement. Et vous ne devez pas fournir le résultat en vérifiant spécifiquement, bon, est-ce que c'est telle valeur? Est-ce que, par exemple, ici, on pourrait dire, ah, tiens, les deux nombres sont divisibles par cette espèce de grand nombre-là, donc je vais vérifier spécifiquement si mon nombre est divisible par ça. Puis s'il est divisible par ça, je fournis une réponse rapide. Ben non, ça, c'est pas ça qu'on veut, là. C'est parce que si votre algorithme est pas rapide là, c'est parce que votre algorithme est mal conçu. Okay? Il y a un bug quelque part dans votre algorithme. Quand je vous dis ça, la façon que je vous ai enligné depuis le début fait en sorte que vous allez avoir probablement ce problème-là rendu ici. C'est-à-dire que vous allez lancer l'exécution, ça va prendre énormément de temps. Alors que sur moi, ma version est très rapide parce que j'ai appliqué le bonus. J'ai résolu le bonus. Donc, ce que je vous demande, c'est de trouver c'est quoi le problème dans votre algorithme. Okay? Sans faire des cas spéciaux. Là. Il n'y a pas aucun cas spécial à faire là-dedans. Mais il y a une petite place, il y a une passe-passe. Dans la façon que vous avez codé, il y a une passe-passe qui fait en sorte que ça bloque. Alors, il faut débloquer. Okay? Donc, trouver c'est quoi le problème, puis comment débloquer. Donc, voilà. Donc, vous allez me faire une saisie pour montrer que ça fonctionne, et vous allez versionner. Alors, en terminant, les concepts qu'on a abordés, on a mis en pratique la gestion des processus et la communication interprocessus. Pour paralléliser un travail sur une machine, l'idéal est probablement d'utiliser C-1 processus, où C est le nombre de cœurs. Donc, taux de processus nuit plus que ça aide. Le gain obtenu par parallélisme n'est pas toujours aussi spectaculaire qu'on pourrait s'y attendre pour toutes sortes de raisons, dont l'un d'entre eux est, en fait, par exemple, l'overhead de gestion des processus, l'engorgement pour l'accès aux données de la mémoire par le bus système ou dans les caches qui sont partagés, des problèmes de synchronisation. Là, dans ce cas-là, ici, on n'avait pas ce problème-là, mais dans d'autres types de problèmes, ça arrive. Mais quand je dis on n'a pas ce problème-là, il y a un problème de synchronisation à la fin et au début, puis en fait, le bonus était en quelque sorte associé à une question de synchronisation. Mais je veux dire, là-dedans, on n'a pas utilisé des verrous puis des choses comme ça. Là. Mais des fois, ça arrive qu'il y a ça aussi. Là. Donc ça, c'est validation, 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 validation. Maintenant, les tests. Donc en terminant, vous allez tester l'ensemble de votre application en faisant un PyTest et un timeout. Vous me faites la saisie. Et vous me faites votre historique Git des 10-15 derniers commits en incluant vos noms timestamp, etc. Et finalement, vous allez remplir votre grille d'auto-évaluation que vous avez ici, avec les différentes parties, et me remettre le tout, comme d'habitude, sur les A, et avec en commentaire votre résultat sur 10 et votre temps que ça vous a pris. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.